Première question avant de donner la parole au public, parce que je crois que c'est important aussi. On a eu beaucoup d'informations lors du premier et du deuxième fly, et je trouve que c'est important que les personnes puissent s'exprimer également à ce niveau-là. La première question que je voulais poser à Monsieur Clause, donc l'hospitalisation à domicile va inévitablement réduire la durée moyenne de séjour dans les hôpitaux. En tout cas, c'est un souhait en tout cas pour les hôpitaux également, mais les mutualités, quelles qu'elles soient, ont un intérêt financier énorme et majeur à investir dans l'HAD. D'abord, les mutualités, je veux dire, en matière d'assurance obligatoire soins de santé, elles co-gèrent avec les pouvoirs publics. C'est la sécurité sociale, l'assurance obligatoire soins de santé. Ce n'est pas je veux dire, les mutualités qui ont un intérêt financier propre, si ce n'est que nos assurances hospitalisation demain coûteraient peut-être moins cher en termes d'indemnisation des patients qui seraient hospitalisés qu'avant. Mais moi, ce qui est important dans l'hospitalisation à domicile, c'est le confort du patient et c'est la possibilité d'une meilleure qualité de sa prise en charge. Et je pense que, effectivement, les formules d'assurance hospitalisation vont sans doute devoir s'adapter au développement de l'HAD et couvrir l'hospitalisation à domicile de la même façon qu'elle couvre les hospitalisations classiques. Et à ce niveau-là, sans doute, les différentes formules d'assurance existantes ne sont pas encore totalement adaptées à cette évolution. Ok, merci. Y a-t-il des questions dans le public ? Non. Le plus compliqué, c'est de poser la première question. Une fois qu'elle est posée, il faut juste se sacrifier. Monsieur, est-ce qu'on a des micro-baladeurs pour... Oui. Juste... Bonjour, Francis Delorge, je suis le président de la Ligue des usagers de services de santé. Donc, pour rappel, la Ligue des usagers de services de santé regroupe une centaine d'associations de patients. Et notre but, c'est de faire passer la parole du patient à travers les instances, notamment les instances politiques. Alors, ma première question est celle-ci. C'est que j'ai appris beaucoup, d'abord, ce matin. Mais il me semble qu'on n'a pas vraiment abordé de près la question quel est l'avantage pour le patient et quelle est l'amélioration pour la santé du patient. Je laisse la parole à Madame Pirsoul, qui est chargée de projet et qui s'occupe de la cellule e-santé à la LUS. Merci Francis. En fait, dans les groupes de patients qu'on rencontre dans nos activités, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes et qui rejoignent parfois les inquiétudes des professionnels sur qui fait quoi avec les données qui sont collectées. Et voilà, l'exemple de monsieur de chez AXA Assistance remet au-dessus une grosse société d'assurance qui fait à la fois de l'assistance, qui collecte des données de santé, qui sont stockées dans un espace sécurisé, mais voilà. Moi, je sais que aussi il y a plein de patients qui, quand ils veulent avoir une assurance, ils se la font refuser parce que l'assurance dit que leurs données de santé ne sont pas bonnes, que ce soit les assurances hospitalisation, tout ça, mais par exemple aussi tout ce qui concerne les assurances soldes restants dus pour quelqu'un qui, dans la vie quotidienne, voudrait faire un prêt. Et donc, tout ça, ça interpelle beaucoup les patients du lien, de qu'est-ce qui est fait avec nos données. La même chose, voilà, je vais tout vous dire en vrac un peu comme ça, après vous faites le tri, mais par rapport aux objets connectés, où vont ces données? Elles sont collectées, elles sont stockées par qui, où, quand, comment? On a parlé des grands groupes des GAFAM, mais il y a d'autres petites sociétés qui collectent des données. Et il y a vraiment des grosses inquiétudes sur la sécurisation et sur le côté, voilà, on n'est pas dans des données où j'ai été passer mes vacances, on est dans des données très personnelles, très privées. On a des sécurisations énormes sur les données ou les connexions pour les données, je sais pas moi, bancaires et tout ça. Et on a l'impression que
c'est moins important pour Parfait. les Donc données de santé. Merci Voilà. madame. Je vais donner la parole à Guy Delray pour la première partie de la question peut-être et à Dominique Duhaillon pour la seconde partie. Oui, je peux quand même dire simplement que je partage, et je pense que beaucoup de généralistes partagent, spécialistes je ne sais pas, mais je suppose aussi, les inquiétudes. Et donc personnellement, moi j'ai trouvé que l'exemple d'AXA était un exemple de dérive sur lequel il ne faut pas arriver. Donc ça c'est clair. Donc confier des données à une entreprise commerciale qui, je pense, n'est pas nécessairement philanthrope et va trouver un moyen de faire du bénéfice avec cela, ne fût-ce qu'en sélectionnant mieux ses affiliés ou en donnant des primes qui sont plus en phase avec le risque qu'ils représentent, en ayant obtenu des données d'une manière qui me semble peu licite, ça nous pose problème. Donc sur l'hébergement des données, c'est très important. Je pense qu'il doit être hébergé au sein, par exemple, des réseaux santé wallons, des professionnels de soins. Je dirais même, et c'est peut-être que même au niveau de l'État, j'ai moyennement confiance par rapport à ça. Par rapport au consentement du patient, je pense qu'il faut qu'on retravaille, je l'ai dit tantôt, sur un consentement plus éclairé, plus explicite, etc. Et alors, aussi, par rapport, oui, toujours réfléchir à cette finalité. Par contre, je suis convaincu que ça peut apporter beaucoup de choses positives pour le patient, dans toutes les maladies chroniques, où il a intérêt à connaître sa santé, être un acteur de santé. Ça, j'en suis convaincu. Je pense que dans la réorganisation des soins de santé, ce sont des outils qui sont très importants. Mais il faut simplement faire attention aux dérives. Dominique, sur l'hébergement peut-être. Oui, voilà, sur la partie hébergement et où vont les données, en Belgique, en région wallonne, elles doivent aller les données de santé sur le réseau santé wallon. Je pense que c'est l'endroit, c'est nulle part ailleurs. Et il faut faire super attention aux devices connectés qui... on a eu du mal à trouver des devices qui communiquaient directement avec notre application. Parce que souvent, les devices vont pousser leurs données, on ne sait pas bien où, et on ne les maîtrise pas. Ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est d'avoir une communication la plus proche possible. Les données, on les prend, on les pousse sur le réseau santé wallon. Elles sont donc disponibles à qui a un lien thérapeutique avec le patient. Ça, c'est pour cette partie-là. Une autre question ? Oui, madame. Oui, bonjour. La question qui me revient régulièrement quand on réfléchit à l'e-santé, c'est la notion d'immédiateté de la réponse. Et donc, moi je suis gestionnaire d'un hôpital et les médecins me font régulièrement la remarque de me dire c'est très bien de mettre à disposition des informations, c'est très bien, bien entendu, de les partager, mais nous sommes soumis, nous, à une pression constante de réponse immédiate suite à ce partage d'informations, et donc ça les tracasse. Et donc j'aurais voulu avoir l'avis des médecins qui sont hyper connectés pour voir comment eux géraient cette immédiateté de la réponse. Merci. Je ne vais pas vous répondre en tant que médecin hyper connecté, mais en tant que médecin parfois aussi inquiet par rapport à ça. C'est clair qu'il faudra développer des outils pour la continuité des soins, faire en sorte qu'une information capitale n'arrive pas sur mon smartphone quand je suis en voyage ou en vacances ou en dehors des heures normales de pratique, comme on dit. Et donc, voilà. Il faudra prévoir, organiser ça de manière pertinente. Les bons filtres, c'est capital. Je pense qu'il en existe. Et puis, il y a des bons protocoles pour réagir à des informations qui demandent une réaction proportionné. Le médecin le plus connecté de la salle, que l'on appelle déjà le docteur Google dans le vif, c'est le professeur Cook, qui interviendra donc en fin d'après-midi et qui sera certainement la bonne personne pour pouvoir vous répondre à ce sujet-là. Une autre question ? Madame ? Oui. Merci. Je me pose la question, je suis une personne âgée, est-ce que tout le monde doit se sentir obligé de participer à toutes ces choses qu'on prévoit pour nous? Je pense que, comme pour les médecins à qui on demande de se connecter, d'utiliser le DMI, etc., l'obligation n'est jamais une bonne méthode. Si on a quelque chose qui est convivial, qui a prouvé sa plus-value, tant pour les patients que pour le médecin, et nous, médecins, on est sensibles à la plus-value que peut avoir un patient en termes de santé, je pense qu'on va tous y adhérer. On va voir les voisins, le confrère qui va le faire, qui va dire « Regarde ce que vous avez, c'est bien, c'est chouette », et on va tous s'y mettre. Voilà, maintenant, je pense que les applications à destination du grand public sont conviviales. Parfois, les softs et les logiciels métiers pour les professionnels le sont parfois un peu moins. Il y a du progrès à faire. Mais voilà, je pense que plus-value, convivialité, et à tout âge, on peut s'y mettre.
Puis Oui. vous avez les petits-enfants aussi, madame, pour vous aider, comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez quelques petits soucis, vous Ça demandez n'a aux rien petits- à voir avec ça. Je parle, moi, de la liberté de la personne. Bien sûr, j'entendais bien, j'entendais bien. Ok. Une autre question encore? Une dernière? Oui, madame? Nadine Fouarge. Pour rester dans la même ligne, il me semble que seul M. Pagaz, sociologue, a relevé que la fracture numérique n'est pas seulement une question d'âge, mais qu'elle existera toujours chez différentes personnes. Et j'aurais voulu savoir s'il existe des commissions qui se penchent sur l'adaptation, par exemple, des futurs logiciels, des e-carnets, etc., pour des personnes qui ont des besoins spécifiques, pour des personnes avec un handicap sensoriel, mental et autres. Plus close peut-être, non? Ouais, au niveau, c'est vrai qu'effectivement, il restera toujours. Le représentant, enfin, peut-être que c'est peut-être vous qui êtes d'ailleurs le mieux placé, peut-être pour répondre à cette question-là. Plutôt que moi, mais en tant que représentant des mutualités, donc nous en tout cas au niveau de Solidaris, et je l'ai dit je pense dans mon exposé mais peut-être un peu vite, j'ai dit que la fracture numérique était là, j'ai dit que la fracture numérique on avait un peu tendance à sous-estimer les problèmes qu'elle pouvait poser, même si monsieur tout à l'heure a dit qu'il ne croyait pas que la fracture numérique remettait en cause la pertinence d'initiatives comme celle qu'il avançait. Mais je crois que ce sera le rôle d'un certain nombre d'acteurs de la santé, donc par exemple dans le domaine des aides à la vie quotidienne, dans le domaine des aides que la mutualité peut apporter à leurs affiliés, que de permettre que les personnes qui resteront, la fracture numérique, elle ne sera jamais résorbée à 100%. Il y avait une petite caricature d'ailleurs dans une dia qu'il montrait, on ne le résorbera jamais à 100%. Donc pour ceux qui resteront en fracture numérique ou pas en capacité d'utiliser ces outils, il faudra maintenir évidemment une prise en charge plus traditionnelle je dirais même pas je dis une assistance, qu'elle vienne des services d'aide à domicile ou qu'elle vienne de leur mutualité. Je peux compléter en disant que nous, dans notre approche, on serait heureux si 30% des patients dans une maladie adhèrent à une application. Maintenant, il y a aussi les proches. Et donc, notre logique, c'est de dire que les proches qui participent aussi à la vie du patient dans son traitement sont impliqués autant que les patients. Et si un patient ne veut pas ou ne peut pas, il y aurait toujours un proche qui peut être impliqué par l'utilisation de ces applications et aider au mieux son proche qui est malade. Dans notre projet, on fait un pilote dans lequel on implique des psychologues qui vont analyser avec nous cette partie littératie des patients, cette partie capacité à appréhender l'outil informatique, l'outil mobile pour se soigner. Donc, je n'ai pas connaissance de commission qui s'occupe de ça réellement, mais on a une forte composante psychologique dans notre projet qui va permettre de déterminer l'impact sur les patients et leur réaction par rapport à cet outil. Deux mots, Michel, Guy, pardon. Oui, deux petits mots. Il n'y a pas que le fait que tout le monde puisse l'utiliser, mais je pense que c'est un défi pour tout le monde de savoir comment utiliser l'outil. Et par exemple, dans le secret médical, je trouve que parfois les patients sont des mauvais défenseurs de leur secret médical. Moi, j'aurais peur qu'ils communiquent un peu trop facilement leur dossier médical pour obtenir un prêt, pour obtenir des choses comme ça. On le vit déjà parfois dans le cabinet, c'est la première chose. Et puis alors, j'ai toujours un peu peur... Ça, il faudra mettre les choses en place, d'un patient qui va aller se connecter sur son dossier médical tout seul le vendredi soir et qui va découvrir que sa mammographie est positive et qu'il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'il va refaire là tout seul? Est-ce que c'est pas quelque part un peu mieux de l'apprendre de la bouche d'un professionnel de soins qui peut vous éclairer un peu plus? Voilà, c'est des questions ouvertes, mais ce ne sont pas des obstacles pour avancer, mais il faudra y réfléchir.
Voilà, merci pour la qualité, la pertinence de vos questions.